Il y a des maisons qui respirent encore, même quand leurs habitants ne sont plus là. La mienne, ou plutôt celle de ma famille, en faisait partie. Je suis revenu parce que quelqu'un devait le faire. La maison était encore à notre nom, figée dans le temps, mais personne d'autre n'osait l'approcher. Ma mère venait de mourir, paisiblement, dans son sommeil. Mon père, lui, était toujours en vie, mais ce n'était qu'une coquille vide depuis l'accident. L'AVC lui avait pris sa parole, et avec elle, toute la chaleur qu'il avait autrefois. On l'avait placé dans un petit centre de soins, 3 heures au sud, et je n'avais échangé plus de quelques mois avec lui depuis des années. Alors, c'était moi. Moi qui devais trier, ranger, vider. Moi qui devais affronter ce qui restait. Je croyais que ce serait mécanique. Un week-end à sortir des cartons, à fermer des tiroirs, à remplir des sacs. Mais à peine n'avais-je franchi le seuil que je savais déjà, j'avais tort. La maison n'avait pas changé. Pas vraiment. Elle respirait encore. Il y avait cette propreté étrange, presque incongrue, de la poussière balayée, des meubles astiqués. Quelqu'un l'avait entretenue jusqu'au bout, probablement ma mère. Comme si elle attendait mon retour, comme s'il n'avait jamais cessé de croire que je reviendrais un jour. Je n'étais pas venu depuis des années. Pourtant, le soir même, au lieu de dormir dans la chambre d'invité comme je l'avais souvent fait, adulte, j'ai choisi de m'allonger dans ma chambre d'enfant, celle que je partageais autrefois. La pièce sentait encore le bois ancien, mélangé à ce parfum discret de lessive qui persistait dans les draps, même des années plus tard. Et là, dans le coin, se trouvait toujours le berceau, celui de Jamie. Oui, mon frère. Ou plutôt mon frère qui n'avait jamais vécu. Le berceau était intact, comme figé hors du temps. Drap soigneusement tiré, couverture pliée avec une minutie presque rituelle, et ce petit agneau en peluche posé au centre, exactement à la même place que dans mes souvenirs d'enfant. Au-dessus, le mobile tournait encore doucement quand j'avais entrouvert la porte, comme si un souffle invisible l'avait effleuré avant moi. Je me suis figé, hypnotisé à regarder ces petits animaux colorés décrire de lentes rondes dans le silence. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la boîte, cachée au fond du placard, derrière des couvertures anciennes et une robe de mariée jaunie par le temps. Le ruban adhésif qui la scellait était friable, presque prêt à céder. Et dessus, griffonné d'une écriture ferme au marqueur noir, 5 mots. Jamie - ne pas jeter. Un frisson m'a parcouru. Parce que ce nom, Jamie, n'était pas un secret. Pas tout à fait. Je ne me souviens pas le moment précis où j'ai appris que j'étais censé être un jumeau. C'était comme une vérité diffuse, enfouie, toujours là. Une histoire répétée à voix basse, polie par les années, comme une pierre roulée dans une poche. Son nom était Jamie, mon frère. Ou plutôt mon frère qui n'avait jamais vécu. De lors de notre naissance, c'est ce que les médecins avaient dit. Un cordon trop serré, pas de battement, aucune chance. Sauf que mes parents n'avaient jamais accepté cette version. Ils étaient revenus de l'hôpital avec 2 de tout. De berceaux, 2 plaques de prénoms peintes à la main pour accrocher au mur de la nurserie, 2 lots de vêtements minuscules, un pour moi, un pour Jamie. Devant les autres, ils parlaient de miracles, d'une erreur médicale, d'une confusion vite balayée. Nirsan n'osait les contredire. Mais moi, j'ai grandi au milieu de cette présence invisible. Et très tôt, j'ai compris que dans cette maison, Jamie n'avait jamais vraiment disparu. Quand on est enfant, on ne remet pas toujours en question ce que nos parents disent. On obéit, parfois par peur, parfois par habitude. Chez moi, c'était différent. Les règles ne ressemblaient pas à celles d'aucun autre foyer. Elles n'étaient pas là pour m'apprendre la politesse ou l'ordre, non. Elles étaient là pour lui, Jamie. Celui qu'on ne voyait pas, celui qui n'avait jamais respiré, mais qui avait pourtant droit à tout. Dans notre maison, tout était en double. 2 paires de chaussures dans l'entrée, les miennes, toujours un peu sales, et les siennes, impeccables, alignées, jamais portées. 2 brosses à dents dans la salle de bain, la rouge, la mienne, et la bleue, interdite. J'ai essayé de l'utiliser une fois, enfant, sans comprendre pourquoi. La punition a été immédiate, brutale. Je n'ai jamais recommencé. Dans notre chambre, un tapis coupait l'espace en 2, presque parfaitement symétrique. À gauche,
mon univers, mes jouets, mon bureau d'écolier, mes cahiers mal rangés. À droite, l'univers de Jamie, un espace silencieux, figé, où rien ne devait bouger. C'était la règle principale, ne pas franchir la ligne. Il y en avait d'autres, ne pas déplacer ses jouets, ne jamais laisser son côté du tapis en désordre, et surtout, toujours lui dire « bonne nuit ». Je me rappelle encore la voix douce mais insistante de ma mère chaque soir avant d'éteindre la lumière. « Tom, n'oublie pas, souhaite bonne nuit à ton frère ». Alors, comme un réflexe, je me tournais vers le berceau vide et je murmurais « bonne nuit, Jamie ». Et parfois j'avais l'impression qu'un souffle me répondait. Plus tard, j'ai voulu arrêter. J'étais un enfant après tout. Je voulais croire que tout ça n'était qu'une mise en scène des adultes pour apaiser leur chagrin. Alors, un soir, je me suis couché sans un mot. Et quand ma mère a remarqué mon silence, son visage n'a pas exprimé de surprise. Non, elle était blessée. Pas comme si je l'avais désobéi, mais comme si j'avais offensé quelqu'un d'autre. Comme si j'avais manqué de respect à une personne bien réelle qui se tenait juste derrière moi. Ce soir-là, j'ai compris que pour elle, Jamie était encore vivant et que ma survie à moi dépendait de ma capacité à entretenir cette illusion. Tout a vraiment commencé quand j'ai eu l'âge de comprendre la différence entre le réel et ce qui ne devrait pas être. Chaque nuit, presque à la même heure, le placard coulissant s'ouvrait, lentement, dans un bruit traînant contre la moquette, pas brusquement, pas comme une porte mal fermée, non, comme si quelqu'un de l'intérieur voulait juste entr'ouvrir une brèche assez pour regarder. Le mobile, au-dessus du berceau, se mettait à tourner, doucement, dans une lente spirale. La température chutait, mais seulement de son côté de la pièce. Et parfois, au réveil, ma couverture n'était plus sur moi, mais pliée au sol comme si on avait pris soigneusement pendant mon sommeil. Une fois, j'avais laissé l'agneau en peluche sur ma commode avant de m'endormir. Le matin, il reposait sous la couverture du berceau, parfaitement installé, comme si on avait veillé à ce qu'il ne prenne pas froid. Quand j'en parlais, mon père s'éloignait, s'enfermait dans son mutisme. Ma mère, elle, devenait sévère. « Ne te moque pas de ce que tu ne comprends pas, Tom. Jamie a autant sa place ici que toi. » Alors, j'ai arrêté de parler, mais j'ai commencé à observer. Et plus je regardais, plus j'étais sûr d'une chose, je n'étais pas seul dans cette chambre. Au début, je pensais que c'était normal, que toutes les familles avaient des règles étranges, des rituels bizarres. Mais l'école a brisé cette illusion. Un jour, une camarade, Rachel je crois, est venue jouer chez moi. Elle s'est figée devant le berceau, le regard fixe. « Il est pour qui ce lit ?» m'a-t-elle demandé. J'ai répondu honnêtement, la version de ma mère. « C'est pour Jamie, mon frère. Il est là, mais il est très silencieux. » Je n'oublierai jamais son expression. Ses yeux ont perdu toute chaleur. Elle n'a rien dit de plus, mais elle n'est jamais revenue. Sa mère avait appelé la mienne, polie mais ferme. Rachel ne viendrait plus. Un autre jour, j'ai tenté une soirée pyjama avec un voisin, Matthew. Nous avions joué à la console, puis nous nous étions installés dans nos sacs de Gouchard. Mais il ne cessait de jeter des regards vers le berceau. En pleine nuit, il m'a secoué, le visage blême. Quelqu'un m'a parlé, juste là, dans mon oreille. Je lui ai dit que c'était sûrement un cauchemar, mais il n'a voulu rien entendre. Il a ramassé ses affaires et il est parti avant même l'aube. Ses parents n'ont jamais accepté qu'il dorme chez moi. Alors, j'ai arrêté d'inviter qui que ce soit. Les années suivantes se sont enchaînées dans une solitude étrange. À l'école, je mangeais seul. Je n'osais pas raconter ce qui se passait chez moi. À la maison, je choisissais mes mots avec précaution. Je surveillais chacun de mes gestes, comme si j'étais en colocation avec une présence que je n'avais jamais voulu. Je savais que si je franchissais une ligne invisible, la maison deviendrait pire, et qu'à chaque règle violée, quelque chose me le ferait payer. Parmi toutes les règles imposées dans la maison, il y en avait une qui m'avait marqué plus que les autres. Ne jamais ouvrir le placard du couloir. Ce placard, c'était une frontière, toujours fermée à clé, toujours hors de portée. Et la clé pendait, bien en évidence, juste au-dessus de la porte, suspendue à un petit crochet de laiton. J'étais trop petit pour l'atteindre, mais je savais qu'un jour, je grandirais assez. Et ce jour-là est arrivé. C'était un été lourd,
Mes parents s'étaient enfermés dans la cuisine. Leur voix basse mais tranchante traversait le plancher. Ils croyaient que je ne comprenais pas leur dispute, mais j'entendais tout. Alors, seul dans le couloir, je suis monté sur une chaise. J'ai tendu le bras, mon cœur battant contre ma poitrine, et j'ai décroché la clé. Le métal froid m'a glissé dans la paume, et sans hésiter, je l'ai introduit dans la serrure. La porte s'est ouverte dans un souffle de poussière. J'espérais, quoi? Un passage secret? Un trésor d'enfant? Non, il n'y avait que des manteaux, une odeur de naphtaline, des boîtes en carton et un vieil aspirateur. J'étais presque déçu. Mais ma main, fouillant à tâtons dans la manche d'un imperméable coincé au fond, a senti quelque chose d'inattendu, un plastique craquant, un sac congélation, soigneusement fermé. À l'intérieur, un cahier bleu pâle, avec des étoiles argentées usées par le temps. Dès la première page, j'ai reconnu l'écriture de ma mère. Son nez appliqué, ses lettres arrondies. Au début, c'était innocent. Des notes de nourrice, des observations banales. Premier sourire, 12 juin. Tom adore la berceuse de la boîte à musique. Mais très vite, les dates me semblaient étranges. Elles dépassaient largement mes premiers anniversaires. Ce carnet n'était pas un simple souvenir. Il avait continué à être rempli longtemps après. Et surtout, il ne parlait pas que de moi. Jamie dort paisiblement près de son frère. Il est calme quand Tom chante. Ils sont déjà inséparables. Mes yeux parcouraient les lignes, incrédules. Ma mère écrivait comme si Jamie avait survécu, comme s'il était toujours là, grandissant avec moi, partageant mes nuits, mes jeux, mes peurs. Puis le ton avait changé. Les phrases devenaient courtes, nerveuses, griffonnées à la hâte. Il refuse de manger quand Tom n'est pas dans la pièce. Il pleure dès que Tom sort. Il ne dort que s'ils sont ensemble. J'ai surpris Tom devant le miroir. Il disait qu'une main sortait du reflet. Je lui ai dit d'arrêter d'inventer. Une page était arrachée. Les bords étaient noircis, brûlés, comme si elle avait voulu la détruire. Après ça, l'écriture devenait instable. Les lettres penchaient, les mots se chevauchaient, et l'angoisse transperçait à chaque ligne. Les terreurs nocturnes reviennent. J'entends Jamie à la porte. Je crois qu'il me déteste. C'était la dernière phrase lisible, sans date, sans signature. Un arrêt brutal, comme si elle avait lâché le stylo en entendant quelque chose. Je suis resté assis des heures dans ce placard, le cahier serré entre mes mains tremblantes. Le silence de la maison s'est épaissi, avalant chaque tic-tac d'horloge, chaque bruit de dehors. Je sentais quelque chose derrière moi, pas une présence visible, pas un souffle réel, mais cette impression, ce poids sur ma nuque, comme si Jamie, mon frère absent, se penchait pour lire par-dessus mon épaule. J'ai remis le cahier dans le sac dans la manche, et j'ai refermé la porte. J'ai replacé la clé sur son crochet, sans rien dire à personne. Mais cette nuit-là, j'ai dormi dos au berceau, parce que je savais que si je me retournais, j'allais voir quelque chose. J'avais 11 ans la nuit où tout a basculé. Ce n'était pas un défi, ni une punition. Personne ne m'avait forcé. J'étais seul, enfermé dans mes pensées, prisonnier de règles absurdes que je n'avais jamais choisies. 2 brosses à dents, 2 paires de chaussures, 2 noms murmurés au coucher. Et ce berceau, toujours intact. Alors j'ai cédé à une impulsion. J'ai quitté mon lit et j'ai franchi la ligne. Le mobile a tourné quand je suis passé dessous, ces petites formes projetant des ombres maigres contre le plafond. Je me suis allongé dans le berceau de Jamie. Le bois grinçait, les barreaux étaient rugueux, la mousse du matelas trop fine. Je me suis croisé les bras sur la poitrine, imitant un cadavre, et j'ai fermé les yeux. Quand je les ai ouverts, la lumière avait disparu. Le matelas n'était plus sous moi. Je souffroquais, comprimé par des tissus lourds. Autour, l'odeur de renfermé, de poussière et d'humidité. Je n'étais plus dans le berceau. J'étais dans le placard, coincé entre des manteaux et l'aspirateur cassé, recroquevillé comme une chose qu'on avait rangée là de force. La porte était verrouillée de l'extérieur. J'ai frappé, une fois,
2 fois, 3 fois, la gorge serrée, les larmes brouillant ma vue. À la 3e, la porte s'est ouverte. Ma mère m'attendait dans le couloir. Pas surprise, pas en colère, juste épuisée. Son regard a glissé de mes yeux à mes genoux. J'ai baissé la tête. Et là, j'ai vu ce que je tenais. Un petit vêtement, un pyjama de bébé, jaune pâle, avec un ours brodé sur la poitrine. Il sentait la lecerie, mais aussi l'humidité, le vieux bois. Je savais que je ne l'avais pas pris avec moi. Et pourtant il était là. Ma mère a murmuré d'une voix froide, presque étrangère, « Tu as manqué de respect à son espace. » Puis elle s'était tournée, me laissant seul avec ce pyjama qui n'était pas le mien. Quand j'ai osé refermer la porte du placard derrière elle, mes yeux ont accroché quelque chose. À l'intérieur du bois, creusé dans la matière, des griffures, certaines fines comme des ongles d'enfant, d'autres profondes, irrégulières, descendant jusqu'au sol, comme si quelqu'un avait passé des années à gratter pour sortir. Des années plus tard, j'ai fini par monter dans le grenier. C'était l'un de ces espaces qu'on évite naturellement, remplis d'objets oubliés, de poussière et de silence compact. J'y cherchais des photos de famille, mais ce que j'ai trouvé allait me hanter jusqu'au bout. Parmi des boîtes de Noël rongées par les mites, j'ai aperçu une vieille chaussure en carton déformée. Dedans, un magnétophone, couvert de peluches isolantes et de poussière, accompagné d'une cassette étiquetée d'une écriture que je connaissais trop bien, celle de ma mère. Un seul mot tracé au feutre. Bedtime. Je suis redescendu avec la boîte, mes mains tremblaient, mais une part de moi voulait savoir. Peut-être une berceuse, peut-être juste un souvenir tendre de mon enfance. Je me suis assis par terre dans la chambre entre les deux berceaux. Le magnétophone posé sur le tapis, comme une relique. Un clic, un souffle métallique, puis la bande s'est mise à tourner. La voix de ma mère a jailli, douce, chantante. Elle lisait une histoire, Le lapin de velours. Son ton avait ce timbre réconfortant que je n'avais pas entendu depuis l'enfance, une chaleur qui contrastait violemment avec le froid de la pièce. Je l'écoutais, presque soulagé, jusqu'à ce qu'une autre voix se glisse dans l'enregistrement. Ce n'était pas une voix de bébé, c'était celle d'un enfant plus âgé, une voix aiguë, mais déjà articulée, une voix qui ressemblait à la mienne, à l'époque. Il ne suivait pas le texte. Il chuchotait des phrases sans rapport, comme des pensées sombres laissées là exprès. Est-ce que c'est réel si ça fait mal? Je veux savoir quel goût ça a. Dis au lapin de partir. Ma mère ne réagissait pas. Elle continuait de lire, imperturbable, comme si elle n'entendait rien. Comme si, pour elle, il n'y avait qu'un seul enfant dans la pièce. Mais moi, je n'avais aucun doute. Cette voix n'était pas une illusion, elle n'était pas inventée, elle existait. Vers la fin, ma mère a cessé de lire. Un silence épais a envahi la cassette. On entendait seulement le grincement du lit, le froissement de draps, puis sa voix, plus basse, plus intime. « Dis bonne nuit à ton frère. » Une pause, et la voix d'enfant a répondu. Claire, glaciale. « Bonne nuit, Tom. » Le magnétophone a claqué, stoppant la bande. J'ai figé. Le sang s'était vidé de mes veines, je ne respirais plus. Mes mains tremblaient tant que j'ai dû appuyer 2 fois pour rembobiner. J'ai réécouté. Encore. Et encore. À chaque fois, c'était la même chose. Cette voix. Moqueuse. Pas fatiguée, pas effrayée. Amusée. Quand la bande s'est arrêtée pour la dernière fois, le silence de la chambre a pesé plus lourd que jamais. Puis, j'ai entendu un autre bruit. Le mobile de Jamie. Au-dessus du berceau, il tournait doucement,
grinçant, comme actionné par une main invisible. Je n'avais pas bougé. Et pourtant, il tournait. Je me suis levé lentement. Pas d'un bond, pas d'une panique, comme si je marchais dans un cauchemar où le moindre geste brusque pouvait réveiller autre chose. J'ai quitté la chambre à reculons, les yeux rivés sur le berceau, sur le mobile. Dans le couloir, je n'ai pas couru, pas encore. Mais mon souffle était court, mes jambes tremblaient. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Et au fond de moi, je savais, j'avais eu tort d'appuyer sur play. Quelques années plus tard, j'ai eu 18 ans. L'âge de fuir. Je n'ai pas dit au revoir, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement rempli ma voiture de carton et j'ai pris la route pour l'université. Personne ne m'a retenu. La première nuit dans mon dortoir, j'ai dormi d'un sommeil profond. Pas de couverture arrachée, pas de clabord qui grince, pas de voix au creux de l'oreille. Le matin, la lumière filtrait entre les stores et j'ai réalisé que je n'avais pas ressenti ça depuis toujours. Pas de Jamie, pas de berceau, pas de bonne nuit, Tom. Juste le silence. Une liberté fragile. À l'université, je m'étais presque persuadé que tout n'avait été qu'un mirage. Je me racontais des histoires pour justifier ce passé étrange. L'imagination d'un enfant solitaire, le chagrin de mes parents, les rituels absurdes devenus obsession. J'essayais d'y croire. Et, en partie, ça fonctionnait. Je travaillais, je riais parfois, je vivais enfin une existence où je n'avais pas à murmurer « bonne nuit » à un berceau vide. Mais les fantômes n'ont pas besoin de murs pour vous retrouver. Quelques mois après mon départ, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix, au début, semblait paisible. « Depuis que tu es parti, il est plus calme. Il ne joue plus que dans ta chambre. » J'ai serré le combiné sans rien répondre. Elle parlait de Jamie comme s'il était encore là, comme si rien n'avait changé, comme si, en quittant la maison, je l'avais simplement laissé derrière moi, enfermé avec elle. Les appels ont continué. Pas souvent, mais toujours troublants. Il pleure tous les soirs maintenant. Il ne veut plus dormir sans toi. S'il te plaît, parle-lui, juste un instant. Chaque fois, je refusais. Je trouvais une excuse ou je raccrochais. Puis, un soir, sa voix était différente, cassée. Il hurle chaque nuit, Tom. Il dit que tu l'as abandonné. J'ai coupé court à la conversation. Et cette fois, je n'ai plus décroché. J'ai coupé les ponts. Pas seulement avec Jamie, mais avec tout ce qui me rattachait à cette maison. Pas de visite pour Noël, pas d'anniversaire. Même quand mon père a eu son AVC, même quand elle a demandé de l'aide, je n'ai pas franchi le seuil. Je me contentais d'excuses. Je prenais la poignée de ma porte d'entrée, parfois, prêt à conduire jusque-là, et à chaque fois, je reposais mes clés. Je me disais que c'était pour le mieux, qu'il fallait de la distance pour survivre. Et pendant un temps, ça a marché. Je respirais mieux, je dormais mieux. J'avais presque réussi à croire que Jamie n'était qu'une blessure psychologique. Rien de plus. Puis, un matin, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas ma mère. Une voix neutre, administrative, m'a annoncé la nouvelle. Une embolie. Rapide. Elle était morte avant même d'arriver à l'hôpital. Il n'y avait pas eu d'adieu, pas de réconciliation. Juste cette consigne glaciale, quelqu'un doit s'occuper de la maison. Mon père, désormais définitivement invalide, avait été placé en résidence. Tout tombait sur moi. Je n'avais pas remis les pieds dans cette maison depuis près de 20 ans. Le trajet me sembla interminable, chaque kilomètre resserrant cette angoisse que je croyais enfouie. Quand j'ai glissé la clé dans la serrure, l'air à l'intérieur avait cette odeur particulière, un mélange de renfermé et de propreté artificielle. Pas la poussière qu'on attend d'un lieu abandonné, non, une netteté étrange. Comme si quelqu'un avait continué à vivre là. Et bien sûr, je suis allé voir la chambre. La porte a cédé dans un grincement familier. À l'intérieur, rien n'avait bougé.
Le berceau était toujours là, la couverture noyeusement pliée, l'agneau en peluche en plein centre et le mobile suspendu, oscillant faiblement comme s'il venait d'être effleuré. Pas un grain de poussière, pas un désordre. Ma mère avait entretenu ce sanctuaire jusqu'au dernier jour. Sur le bureau, une enveloppe m'attendait, jaunie, mais intacte. Mon prénom inscrit dessus, et en dessous, en lettres pâlies par le temps, « Pour quand tu rentreras ?» J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une page déchirée, arrachée du vieux carnet bleu que j'avais découvert enfant. Son écriture avait changé, plus tremblante, plus lourde, chaque mot pressant le papier jusqu'à l'encre presque transpercée. J'ai essayé de vous séparer. J'ai voulu croire que ce n'était pas réel, mais je vous entendais tous les deux, même quand tu ne parlais pas. Il ne cesse de pleurer quand tu pars. Il n'a jamais pleuré pour moi, seulement pour toi. Il n'a besoin que d'un frère. Derrière, une photo glissée. Un cliché d'hôpital, jauni, au bord gondolé. 2 nouveau-nés dans un berceau. Un rouge, hurlant, l'autre, immobile. Trop immobile. Lèvres entr'ouvertes, peau-siavre. Un détail glaça mon sang. La date en bas de la photo. 5 heures après l'heure officielle du décès de Jamie. J'ai reposé la photo, et à cet instant, un cri a éclaté dans la maison. Aigu, perçant, le cri d'un nourrisson. Je n'ai pas eu besoin de chercher une explication. Je savais exactement d'où il venait. De la chambre, de la nourricerie, de lui. Les pleurs. Le cri s'est prolongé, oscillant entre sanglots et hurlements. Un son si aigu qu'il semblait déchirer l'air lui-même. Pourtant, quelque chose clochait. Ce n'était pas le cri d'un nouveau-né fragile, non. Il y avait une intonation plus lourde, plus consciente, comme si quelqu'un imitait un bébé. Chaque pas que je faisais dans le couloir faisait diminuer le son. Les sanglots se transformaient en hoquets, comme si quelqu'un m'écoutait venir. J'ai posé la main sur la poignée de la chambre. Silence. Un silence total, étouffant, comme si la maison retenait son souffle. Quand j'ai ouvert la porte, le spectacle m'a figé. Le berceau n'était plus parfaitement ordonné. La couverture était rejetée sur le sol, froissée comme si une main impatiente l'avait arrachée. Certains jouets avaient changé de place. L'agneau en peluche gisait face contre terre, au milieu du tapis. Ce désordre, c'était nouveau. Et ça ne pouvait signifier qu'une chose. Il n'était plus content d'attendre. Ma mère avait eu raison. Quand j'étais là, il cessait de pleurer. Parce que ce qu'il voulait, ce n'était pas elle, c'était moi. J'ai refait le lit, replacé la couverture dans le berceau, comme quand j'étais enfant, obéissant aux règles invisibles. Puis je me suis assis dans la chaise près de la fenêtre, le regard fixé sur les ombres de la pièce. La nuit est tombée, le temps s'est figé. Et puis, le mobile a commencé à tourner, lentement, grinçant. Aucune brise n'entrait. Pourtant, les petites figurines d'animaux décrivaient leurs rondes, projetant leurs ombres allongées contre le mur. Un froid lourd s'est abattu. Pas une brise, mais une lourdeur glacée qui s'est infiltrée dans mes os. C'est alors que j'ai entendu un bruit, un grincement familier. Le placard, la même porte où j'avais été enfermé enfant. Elle s'ouvrait doucement, par elle-même, non pas d'un coup, mais comme si quelqu'un de l'intérieur poussait avec précaution. Et puis je l'ai vue, une petite main, blanche, ridée par le froid, les doigts fins, trop fins, mais parfaitement nets. Elle s'est avancée hors de l'ombre, agrippant le cadre de bois. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fui, j'ai seulement regardé. Et d'une voix calme, j'ai murmuré « D'accord ». Je me suis avancé, pas à pas, le cœur battant dans ma gorge. La main est restée là, immobile, attendant. Alors je me suis agenouillé et je l'ai prise. La peau était glaciale, dure comme la pierre par endroits, mais molle, presque fragile ailleurs. J'ai serré doucement, et à cet instant, quelque chose a changé. Les pleurs se sont arrêtés, la pièce a retrouvé son silence. Le mobile a cessé de tourner.
il n'y avait plus que cette petite main glaciale dans la mienne. Un lien, un poids, un frère. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Des minutes, des heures, peut-être toute la nuit. Mais pour la première fois, Jamie ne réclamait rien. Il ne pleurait pas. Il avait ce qu'il voulait. Un frère. Quand le jour est tombé, la chambre était redevenue immobile. Pas de jouets déplacés, pas de couverture froissée. Tout semblait figé. Le placard était fermé. Et la main avait disparu. Il ne restait que moi assis près du berceau, avec le souvenir de ce froid dans ma paume. Et une certitude. Jamie ne partirait jamais. Il m'avait attendu toute ma vie. Et maintenant que j'étais revenu, il ne me lâcherait plus. La maison figée. Le lendemain matin, je me suis levé dans une maison silencieuse. Trop silencieuse. Pas un craquement de bois. Pas le moindre souffle d'air. Le soleil entrait à travers les rideaux, mais sa lumière semblait étrangère, comme si elle n'avait plus sa place ici. La chambre était impeccable, le berceau bien fait, le mobile immobile. Tout donnait l'impression qu'aucun drame ne s'était produit. Et pourtant, ma main portait encore le souvenir de ce froid mordant. Jamie avait cessé de pleurer. Il n'avait plus besoin. Il avait retrouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Moi. Je savais que je pourrais repartir, quitter la maison, la vendre, la détruire même. Mais au fond, je sentais que ce serait inutile. Jamie n'était pas lié à ces murs. Il était lié à moi. Il n'avait jamais eu de corps, jamais eu de vie. Seulement une moitié d'existence. Et cette moitié m'appartenait. Je pouvais fuir encore une fois, mais il me suivrait. D'une manière ou d'une autre, il me suivrait. Alors, je me suis assis dans la chaise près de la fenêtre, comme ma mère avait dû le faire tant de nuits. Et j'ai attendu. La nuit est tombée à nouveau. Le silence a cédé la place à un léger froissement, comme des draps qu'on arrange, puis un chuchotement, tout près, juste à côté de mon oreille. « Bonne nuit, Tom. » Mon cœur s'est glacé. Et pourtant, j'ai répondu, sans hésiter. « Bonne nuit, Jamie. » Parce que je savais. Résister ne ferait que le mettre en colère. Et qu'au fond, je n'étais plus seul. Je ne le serai plus jamais. Certains héritages se transmettent en silence, sans testament ni contrat. Le mien, c'était ça. Un frère qui n'avait jamais vécu, et qui pourtant m'avait toujours attendu. Et je comprenais désormais pourquoi ma mère s'était accrochée à cette maison, pourquoi elle avait continué de plier des couvertures, à épousseter le berceau, à raconter des histoires à une chambre vide, parce qu'elle savait qu'elle n'était pas vide. Elle savait que Jamie était là. Et maintenant, moi aussi. Et toi, qui écoutes cette histoire, tu crois peut-être que ce n'est qu'un récit, une fiction qu'on se raconte pour frissonner. Mais demande-toi, as-tu vraiment envie de dormir ce soir sans dire bonne nuit à l'ombre qui veille près de ton lit ? Si tu veux découvrir d'autres histoires comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant à Nuit d'horreur. Parce que parfois, l'horreur la plus glaçante ne vient pas de créatures inventées, mais de ce qu'on cache dans nos propres murs. Le lendemain, la maison était calme. Pas de pleurs, pas de bruit. Seulement un berceau qui semblait attendre. Alors je me suis assis. J'ai posé ma main sur les draps froids et j'ai chuchoté. Je suis là. Une petite main glacée a trouvé la mienne. Et j'ai compris. C'était tout ce qu'il voulait. Un frère. Et si tu as ressenti ce frisson glacé, si tu as tenu jusqu'à la fin, alors tu fais déjà partie de ceux qui savent que certaines histoires ne s'oublient pas. Abonne-toi à Nuit d'horreur, car d'autres vérités t'attendent. Et rappelle-toi, quand tu éteindras la lumière ce soir, n'oublie pas de dire bonne nuit.